On est entre le client et on est entre le journaliste. Et chacun, en fait, a des besoins. Et parfois, ça concorde et coïncide pas forcément. Ouais. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de faire que ça coïncide et ça concorde pour que l'information puisse transiter. Moi, aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'entreprises, d'autant plus quand elles sont internationales, qui me demandent « Ok, Sonia, j'aurais quoi comme résultat ?» Tu parles pas de la même manière à un Allemand que tu parles à un Français. Et même, tu parles pas de la même manière à un avocat, ne serait-ce qu'ici, qu'à une autre catégorie de personnes. J'ai jamais eu peur que l'IA remplace les attachés de presse, clairement. Moi, j'en suis pas là. Et je pense que pas du tout. Mais je pense que ça peut être un outil complémentaire, je pense que ça peut être une aide. Et d'ailleurs, pour tout te dire, encore cette semaine, dans une agence pour laquelle je travaille, je disais aux équipes, n'hésitez pas à utiliser l'IA, ne serait-ce que parfois pour corriger quelques coquilles, pour vous relire. Dans cet épisode de Dynamic Talk, on va parler relations presse, ou plutôt relations médias. Comment ce métier fait le lien entre les marques, les entreprises et les journalistes. Sonia Lawson de l'agence So Bright & Bold va nous expliquer toutes les subtilités, l'accompagnement fourni, l'aspect humain et relationnels qui sont hyper importants. On va parler retombées de presse, publi-reportage, média training et surtout évolution de la presse et du digital. L'importance des réseaux sociaux aussi et des influenceurs. Et bien sûr, comment elle voit arriver l'IA dans son métier. Petit disclaimer, je connais bien Sonia, on a déjà travaillé pour son agence et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, un abonnement, 5 étoiles, vous connaissez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sonia, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Sonia Lawson, tu es directrice de l'agence So Bright & Bold et ensemble aujourd'hui on va parler RP, on va parler entrepreneuriat au féminin. Et donc voilà, bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme on a dit, on va parler relations presse. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le terme relations presse, on dit RP. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consistent les relations presse ? Oui, avec plaisir. En fait, les relations presse, c'est vraiment la petite brique qui fait le lien entre les entreprises, les marques et les journalistes. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, dans un journal, soit à la télé, à la radio, ou dans une émission, alors ça dépend quoi, mais en général, il y a toujours une RP, comme on dit, une attachée de presse derrière, qui a fait le lien entre cette personne-là et les journalistes. Relations presse, et on dit RP parce que c'est dans les mœurs et ça fait un bout de temps qu'on dit ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand on pousse notre métier, étant donné qu'il a évolué, on ne dit plus trop relations presse, en fait. Du relations médias Ouais, relations médias, ça englobe beaucoup plus de choses. Il y en a même qui parlent d'influence, parce que l'influence, c'est pas juste l'influence avec les influenceurs, en tout cas les créateurs de contenu, c'est aussi, les journalistes sont aussi des influenceurs. Donc voilà, donc ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai que le terme RP reste beaucoup parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. C'est l'usage. Et c'est vrai que quand on est naïf ou qu'on ne connaît pas très bien, on se dit le journaliste, il va sortir, il va aller enquêter, il va aller sur le terrain, il va trouver des sujets. Et en fait, c'est vrai qu'on réfléchit, non, c'est sûr que le journaliste, il a pas forcément le temps de faire ce travail-là. Et du coup, alors peut-être sur des travaux de fond, il va le faire. Mais c'est vrai que sur des informations de tous les jours, dans certains domaines, il ne va pas aller enquêter. Et du coup, les relations presse, c'est là où vous intervenez. C'est-à-dire que vous allez donner des informations au journaliste. Le journaliste va recevoir ces informations et lui va les traiter et va voir s'il va en parler. Notre rôle principal à nous, c'est vraiment d'apporter de la visibilité maximum à notre client. Donc, de faire qu'on puisse le voir en fait un peu partout, etc. Donc oui, on va pour ça contacter les journalistes et les journalistes, c'est une personne, personne ne peut maîtriser, ne peut tout avoir toutes les informations comme ça. Nous sommes les petites mains de l'ombre qui poussons l'information. Le journaliste, de toute façon, il a son libre choix. Il peut nous dire, OK, ça nous intéresse pas. Mais justement, la valeur ajoutée d'un attaché de presse, c'est de savoir, en fait, quel journaliste, savoir lui proposer un angle. Parce que c'est pas juste
Voilà, mon produit, c'est le meilleur. Et C'est la nouvelle voilà. version, il faut lui expliquer Exactement. pourquoi. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Et je ne sais même pas si ça a existé. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, je ne l'ai pas forcément connu, cette période où, effectivement, on publiait juste parce qu'on avait une nouvelle version. Je sais que quand on monte sa boîte, quand on a un défunt un projet, en fait, pour nous, on est tellement impliqués qu'on estime que notre projet, c'est le meilleur, que notre boîte, c'est la meilleure, que notre solution, c'est la meilleure. Mais en fait, on est dans un monde ultra concurrentiel, et ce, dans tous les secteurs. Et c'est vrai que il faut avoir les codes pour parler aux journalistes, leur expliquer, leur proposer des angles, co-construire avec eux. C'est vraiment une relation de confiance et de partenariat qu'on a avec les journalistes. Et ça, c'est des relations sur le long terme, en fait. C'est-à-dire que c'est un métier qui est peut-être difficile au début, quand tu commences les RP. En fait, tu connais pas les journalistes, donc c'est un travail de fond. C'est-à-dire que les premières années, c'est vraiment trouver les bons journalistes dans ton domaine, dans ta cible. Et comme tu dis, construire comme ça une relation forte et de confiance même. Puisque après, j'imagine que quand tu connais bien le journaliste, il sait que l'information que toi tu vas lui donner, elle est pertinente, elle est adaptée à lui. Et c'est ça peut-être le plus dur au début. Pour Exactement. les RP. Le relationnel, c'est vraiment très important. On a un métier qui est profondément humain. Si on n'aime pas les gens et si on n'aime pas cette relation avec les gens, c'est un peu compliqué. Il faut créer et travailler pour avoir ce relationnel-là. Ça peut prendre du temps. Après, globalement, les journalistes sont quand même assez sympathiques. Hein. Ouais, quand on arrive avec une bonne information, une vraie bonne information, que le journaliste ne connaisse ou que ne connaisse pas, en général, il ira choisir, il ira prendre l'information parce que c'est aussi son métier. Il sait très bien que s'il ne la prend pas, d'autres la prendront. C'est, le monde des médias, c'est aussi un monde concurrentiel, hein, comme tout. Donc, du coup, ça fait partie de notre métier. Oui, c'est important. C'est d'autant plus important quand des infos sont peut-être un peu plus difficiles à traiter, un peu plus difficiles à vendre. Ouais. Et oui, les journalistes, en général, ils vont se dire, OK, je sais que telle personne, quand elle m'envoie un mail, elle me connaît bien, elle sait comment j'écris, elle sait bien cadrer mes recherches et mes demandes. Et je sais que souvent, en fait, elle m'apporte quelque chose d'assez bien fait, bien fini. Je sais que aussi, parfois, quand je suis en période de rush et que j'ai besoin d'une information, je sais que nuit et jour, entre guillemets, disponible, elle peut m'aider et m'apporter l'information. Alors, clairement, hein, on ne travaille pas, alors certains oui, mais on ne travaille pas à minuit, 1h du matin avec les journalistes. Ouais, mais parfois, petit message au cas où. Voilà, mais parfois il peut avoir des périodes de rush. Ouais. Et en fait, avoir besoin d'une information, il peut avoir besoin d'une information en très très peu de temps. Et il y a aussi notre capacité à nous, en tant qu'attachés de presse, d'aller chercher cette information-là et d'aller leur donner. Voilà. Et c'est vrai que je me souviens, donc on s'est connus en agence de relations presse européenne, internationale. Et c'est vrai que le point important qui différencie quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des RP, c'est que vous allez fournir des photos de qualité, bonne définition, vous allez faire tout un travail en amont de recherche, photos du dirigeant, pitch, histoire de la société, pour mâcher au mieux le travail. Et comme ça, le journaliste, c'est vrai qu'il a l'information synthétisée et il peut aller piocher directement dedans, il n'est pas obligé... d'avoir un gros travail de recherche. C'est vraiment ça aussi que vous faites. Et comme tu dis, d'apporter l'information, mais c'est aussi tout l'annexe, c'est les photos en 300 dpi, voilà, pour les termes un peu techniques, pour le print. On a été traumatisés avec les 300 dpi. Hein. Exactement, 72 dpi, 300 dpi. Exact. Est-ce que ma photo pèse plus d'1,5 MO? Exactement. Est-ce que je peux l'utiliser? Après, il y a un peu moins de print. Mais c'est vrai que c'est tout ce cadrage-là qui fait la valeur ajoutée d'une agence, d'une attachée de presse. C'est beaucoup de préparation et c'est vrai qu'à chaque fois quand je suis en prospection ou quand je parle à des personnes qui ne connaissent pas vraiment mon métier et qui me disent « Non mais j'ai pas besoin d'une attachée de presse, je peux le faire extrêmement rapidement, etc. » Moi, je dis toujours qu'en fait, si c'était simple, le métier n'existerait pas. Hein. Bien sûr. Je ne pense pas que moi, personnellement, Sonia, je révolutionne quoi que ce soit. Ce serait prétentieux de le dire et ce n'est pas du tout le cas. Par contre, je pense vraiment que si c'était si simple que ça, le métier n'existerait pas. Ouais. Et ce n'est pas forcément simple. Même nous, en tant qu'attachés de presse, même après 15 ans d'expérience, on galère encore parfois à trouver le bon angle. Parce qu'en fait, on est vraiment entre les deux. On est entre les deux mondes, en fait. On est entre le client et on est entre le journaliste. Et chacun, en fait, a des besoins.
Et parfois, ça concorde et coïncide pas forcément. Ouais. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de faire que ça coïncide et ça concorde pour que l'information puisse transiter. Sinon, il y a des très belles histoires en plus sur des entreprises, des produits qui sont clairement inconnus. Le fait d'avoir une attachée de presse, une agence de relations presse, bah, ça permet de faire connaître ce produit et ça aurait été quasiment impossible sans cette aide. Et après, c'est vrai que c'est comme tout, on peut le faire soi-disant nous-mêmes, mais c'est très chronophage et c'est vrai que c'est vraiment le gros plus. Et moi, ça me fait penser à quand on est en agence, on a toujours un petit peu deux écoles. Est-ce que je vais envoyer beaucoup de communiqués de presse, ou pas vraiment beaucoup de communiqués de presse, mais un communiqué de presse à un large panel de journalistes? Et ça, c'est peut-être des erreurs plus de juniors, en fait, où on se dit j'ai un dossier de presse, j'ai un communiqué de presse, je bombarde, j'envoie à tout le monde. Probabilité, je fais beaucoup plus de contacts, je vais forcément avoir plus de réponses. Et l'autre école, un petit peu, où quand tu nous dis, nous, une relation de confiance avec journalistes, bah, on va plutôt aller cibler peut-être certains journalistes qu'on connaît. Et tu me dis que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours. C'est vrai qu'il y a deux écoles quand même. De junior ou de senior. Je pense que on est prestataire. On a un client et on a un journaliste à qui on envoie l'information. Il y a des clients qui vont complètement comprendre et nous faire confiance et nous dire ok, c'est ton expertise, donc en fait, moi je te laisse faire tant qu'il y a des résultats finalement, voilà. Et il y a des gens, il y a des clients qui sont un peu plus dans l'ingérence aussi. C'est des gens peut-être qui ont besoin d'un peu plus de contrôle. Et ça, je peux le comprendre aussi. C'est pas forcément du coup évident de travailler de cette manière-là. Parfois, effectivement, on va nous dire, voilà, par exemple, dans les comptes pan-européens, je suis en compétition avec tant de pays. Et nous, on a beaucoup connu les comptes pan-européens. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur des comptes pan-européens. Et c'est vrai que quand c'est géré, quand on connaît, en fait, il y a un hub, etc., en général, c'est toujours très bienveillant. Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même pas mal de compétition. Et les gens ne comprennent pas que les paysages médiatiques diffèrent des pays. Et un tout petit instant, juste avant d'aller plus loin, si vous avez déjà appris à travers ce contenu des choses, je vais vous demander juste de liker et de vous abonner. C'est une grosse aide pour la chaîne et c'est gratuit. Allez, je vous embête pas plus, on retourne au podcast. Ouais. On n'a pas le même paysage médiatique en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre. On va dire de diffuser la même information à un large panel de pays. À plusieurs pays, effectivement. Ouais, sans forcément le localiser. Moi, je pense que la localisation, pour moi, elle est indispensable. Ouais. Parce que les cultures, les us, les coutumes ne sont pas les mêmes. Ouais. Et que tu ne parles pas de la même manière à un Allemand que tu parles à un Français. Et même, tu ne parles pas de la même manière à un avocat, ne serait-ce qu'ici, qu'à une autre catégorie de personnes. Il y a quand même des façons de parler. Ça me fait penser aux affiches de cinéma. Et ça me fascine toujours quand on voit toutes les affiches de cinéma. En fait, je ne sais pas si tu as vu, mais selon les pays, elles diffèrent énormément. Et du coup, on pourrait penser naïvement qu'on a la même affiche sur le monde entier. Et alors, en fait, pas du tout. On a quasiment une affiche par pays. Il y a des réglementations. Oui, il y a plein de choses qui font que c'est différent. Moi, j'ai eu l'expérience avec un client et là, c'était pas forcément complètement RP, mais c'était complémentaire avec de l'achat d'espace publicitaire. Et effectivement, les affiches qui sortaient dans d'autres pays ne pouvaient pas sortir en France parce que nous, on avait, par exemple, la loi Evin, on ne pouvait pas montrer de l'alcool, on peut pas voilà, c'était pas une marque qui faisait la promotion d'alcool en plus, mais c'est juste qu'en fait, sur l'affiche, il y avait un verre de vin. Et donc, du coup, ça, c'était des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire en France puisqu'il y a des réglementations et les réglementations sont locales. Il faut s'adapter. Ça, c'est vrai. Et du coup, donc voilà, il y a ces deux écoles et c'est vrai qu'il faut l'adapter. Et comme tu disais, ça peut être une déception pour le client parce qu'il va se dire, tu n'envoies qu'à 10 journalistes, dans ta base, tu as 3000 contacts. Pourquoi? Et après, c'est à toi de défendre ça, en fait. Ça t'arrive souvent ou c'est un petit peu moins le cas maintenant? Ça dépend des clients avec qui tu travailles. C'est vraiment relatif aux clients avec qui tu travailles et aussi à leur culture d'entreprise. Ouais. Tu peux pas arriver... en fait, il y a plein de choses, il y a un background à prendre en compte, en fait. Et ce background, en fait, tu peux pas l'ignorer.
Quand tu arrives pour travailler pour une entreprise en tant que prestataire, je dis toujours à mes clients que je suis un peu une extension, que c'est comme si j'étais en interne en fait. C'est pas parce que j'ai pas mon bureau face à eux que je travaille pas, que s'ils ont un sujet, même si pour eux il semble inintéressant, qu'ils puissent me le partager parce qu'effectivement, moi peut-être que je le trouverai intéressant. Donc il faut prendre en compte le background de chaque client, la culture d'entreprise de chaque client. C'est pas forcément évident, clairement, parce qu'on n'est pas toujours en phase. C'est vrai. Je te mentirais en te disant que je suis vraiment en phase systématiquement. C'est pas forcément le cas. Mais donc du coup, il faut trouver le bon équilibre, et ça détermine en fait la façon dont tu vas travailler avec ton client. Et en fait, les choses qui sont importantes pour lui. Voilà, il y a des personnes qui vont te dire, comme je te disais tout à l'heure, Sonia, moi, je ne m'y connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats à la fin. Et c'est ce qu'on va discuter, c'est ce dont on parlera plus tard. Et il y a des gens qui vont te dire, OK, les résultats que tu m'apportes, même si toi, tu estimes que ce sont de très bons résultats, moi, j'estime que ce n'est pas très bien parce que j'ai comparé avec telle et telle personne et ce n'était pas la même chose. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte et que tout ne s'explique pas de manière aussi simple. Et voilà. Après, c'est aussi, est-ce que les propositions que je te fais en tant qu'attaché de presse, c'est des propositions qui te parlent et tu les acceptes et tu les suis? Si moi, mes recommandations ne sont pas forcément prises en compte, il est difficile aussi, tu imagines bien, d'avoir les résultats, les meilleurs résultats, si tu ne fais pas confiance, en tout cas, à la stratégie et à ce que te propose ton partenaire. Ouais. Mais là, c'est pareil pour tout. Et ce qui est intéressant, c'est que tu commences à me parler de résultats. Et c'est un sujet qui est, on va dire, important dans le monde des relations presse. C'est que c'est réglementé chez nous. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays. Mais en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, en France, tu ne dois pas garantir des résultats, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est réglementé dans le sens où tu l'entends, dans le sens légal, mais c'est vrai que c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Et ça, c'est plus en termes, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si c'est le cas, mais il me semble que c'est plus l'association des professionnels des relations presse et publiques qui, dans leur charte, ont défini ça. Une charte, c'est moins une loi. Exactement. Mais donc, du coup, c'est considéré comme de la concurrence déloyale, chose que je comprends tout à fait. C'est un peu comme si on te disait fais de la pub sur Google, forcément, tu vas vendre, tu vas avoir des résultats, en fait. Mais il y a trop de variables, en fait, dans notre métier. Il y a vraiment trop de variables. On ne peut pas tout contrôler. A priori, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, si on te garantit des résultats, c'est peut-être inquiétant en fait. C'est-à-dire que dans le monde des relations presse, quand même, si quelqu'un vient te voir et il te dit « paie-moi, je te garantis, tu vas avoir des résultats ». C'est ce que les gens veulent entendre. C'est ce que beaucoup de clients, moi aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'entreprises, d'autant plus quand elles sont internationales, qui me demandent « Ok Sonia, j'aurai quoi comme résultat ?» C'est ça mon budget. Qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? En général, c'est même pas ça mon budget. Il y a de moins en moins de budget, mais c'est quoi mon résultat? Moi, c'est des choses auxquelles j'aime pas trop répondre parce que tout simplement, si je réponds, je vais répondre déjà avec quelque chose à la baisse parce que moi, mon intérêt, c'est de très évasive ou. Je vais pas être évasive, c'est que soit je vais dire non, et c'est souvent ce que je fais. Je vais dire c'est très compliqué, je vais expliquer. C'est aussi mon métier de faire de la pédagogie, de leur expliquer que c'est compliqué. Qu'en fait, il y a énormément de variables dans mon métier et que en fait, je ne maîtrise pas chaque brique du moment où moi je diffuse l'information au moment où l'information est diffusée. C'est-à-dire que... Il y a peut-être d'autres pays, mais c'est d'autres régimes politiques peut-être. Exactement. Chez nous, ça s'appelle du publi rédactionnel, en fait. Voilà. C'est payé. Alors, on en reparlera tout à l'heure du publi rédactionnel, c'est intéressant. Mais par contre, ici, on a la liberté de la presse. Les journalistes ont quand même
pour eux, c'est quand même extrêmement important et je trouve ça complètement normal d'avoir leur liberté et d'avoir de traduire et de rédiger en fait comme ils le souhaitent. L'idée, c'est de ne pas partir et c'est pas leur volonté à eux. Les journalistes, ils sont pas bêtes non plus. Hein. Leur idée, c'est pas de donner une fausse information. Mais en fait, l'angle qu'ils veulent traiter, la façon dont ils veulent traiter l'information, ça reste leur choix. C'est validé en comité de rédaction aussi parfois. Donc, ça reste leur choix. Nous, on s'intègre dedans du mieux possible. C'est parfait. Exactement. Sinon, c'est pas forcé. Mais c'est vrai que je pense que c'est déjà un point qui est intéressant de dire que si une agence ou un freelance vient te voir et te promet des résultats, moi je pense que c'est quand même un red flag parce que nous on travaille avec plusieurs agences de relations presse ou des indépendants et c'est vrai que le discours que j'entends c'est toujours celui-là. Et de temps en temps, on se fait démarcher par email. Je pense que toutes les boîtes se font démarcher par email et tu reçois des emails en te disant je fais des relations presse, je te garantis, pour un budget tant, tu vas avoir tant de résultats. Et c'est ça aussi où j'aimerais dire aux gens qu'il faut faire attention aux gens qui te promettent des résultats. C'est pas forcément, exactement, c'est pas forcément le meilleur. Après, moi, je vais te donner que mon avis personnel. Je vais pas te parler des autres de ce que mon avis personnel, c'est que oui, ça c'est du bullshit. Enfin, surtout qu'ils te garantissent des résultats et quand tu grattes un peu, ça veut dire que le journaliste a juste répondu à l'appel de la personne. Et pour eux, ça, ils comptabilisent ça comme un résultat. Pour moi, ça, c'est pas un résultat. Et puis, ça coûte extrêmement cher pour pas grand-chose. Voilà. Je pense que c'est très opaque. Et pour moi, c'est du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit parce que, comme je l'ai dit, et ça, c'est vrai, en fait, pour moi, c'est juste logique, en fait. Hein. Il y a plusieurs personnes qui interviennent du moment où tu donnes ton information au moment où elle paraît, en fait. Donc, du coup, toi, tu as préparé en amont, tu as travaillé ton information avec ton client, tu as vérifié à ce que les informations soient correctes, qu'il n'y ait aucune information, qu'il n'y ait rien qui dépasse, entre guillemets. Tu as anticipé les demandes des journalistes, etc. Tout ça, tu l'as fait en amont. Donc, à partir du moment où tu as cadré ton histoire, après, tu la partages avec le journaliste. Le journaliste, si ça l'intéresse, il en fait quelque chose. Le journaliste, il est rédacteur en chef, très bien. Parfois, il n'est pas rédacteur en chef et ça doit passer en comité de rédaction aussi. Il se fait retoquer peut-être. Et il peut se faire retoquer. Ou il peut y avoir un fait d'actualité qui fait que ton annonce passe au deuxième. C'est frustrant, ça, parce que c'est notre métier. Arriver, ouais. Mais et donc du coup, il y a quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au-delà du journaliste, de l'attaché de presse, de la relation attaché de presse-journaliste, il y a l'actualité qui peut changer. Il y a le supérieur hiérarchique, on va dire, de notre contact, qui parfois peut dire lors du comité de rédaction, en fait, non, finalement, on va faire autre chose, ou pas cet angle-là, ou pas cette référence-là. Voilà, plein de choses comme ça. Et après, hop, il y a la parution. Donc, alors, on ne va pas se mentir, hein, dans la majorité des cas, ça se passe quand même excessivement bien. Mais oui, il y a quand même pas à l'abri il y a quand même pas mal de variables. D'interférences, on va dire. Et ces variables-là, il faut les prendre en compte. Et ça, c'est des choses que les gens ont du mal à comprendre. Parce qu'en fait, beaucoup de gens comparent les RP à la pub. On ne fait pas de pub. Beaucoup de gens estiment qu'en étant attaché de presse, c'est nous qui rédigeons les articles. Ce n'est pas nous qui rédigeons les articles. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous, on rédige, exactement. Nous, on rédige les outils. Et ces outils sont uniquement destinés aux journalistes. C'est-à-dire que le communiqué de presse tel qu'on l'a rédigé, il y a quasiment peu le journaliste ne va pas reprendre. Ça existe des journalistes qui reprennent. Ça peut exister, mais c'est vrai qu'il va se nourrir intellectuellement de l'information. Exactement. Après, il va peut-être trouver un angle d'attaque qui lui paraît plus judicieux. Exactement. Et c'est sûr que c'est vraiment, tu transmets de l'information. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, tu parles de la publicité, et en relation presse, on parle beaucoup d'équivalent publicité. Il y a un anacronyme pour ça, je me souviens plus si. Alors, si, il y en a plein, mais alors là, pour le coup, j'ai. Bon, on n'est pas obligé de les donner. Oui, on n'est pas obligé de les donner. Ouais, ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Après, les gens vont nous dire c'est des noms trop barbares ou des anglicismes. Il y a beaucoup d'anglicismes de toute façon. Voilà, mais voilà. Mais oui, clairement, on va pas le. L'équivalent pub, alors c'est quoi un petit peu l'équivalent pub, c'est le truc, c'est voilà, quand tu as une retombée presse, donc la retombée presse c'est ton article. Quand tu as ta retombée presse, c'est combien ça t'aurait coûté si cette retombée presse, tu l'avais payée
avec les tarifs publicitaires en tout cas. D'accord. Et par contre, j'imagine que si tu as un article dans Le Monde, bien sûr, ça va être différent que si c'est sur un blog, que si c'est à la télévision, si c'est dans une publication. Chaque média ne vend pas. Et puis en plus aussi, ça dépend de où tu es placé dans le média. Voilà, tu as une pleine page, tu as juste une. T'es tout à la fin. Voilà, tu es juste à la fin, tu as juste une brève, une news où tu es présent, etc. Ça n'a pas la même équivalence, forcément. Est-ce que tu es placé en première page? Est-ce que tu es placé, ton info, elle est toute derrière, en dernière page? Et encore, parfois, la dernière page, elle laisse faire. Et je me demande si vous avez des variables comme ça, un petit peu, quand vous faites des retombées de presse, est-ce que vous classez, toutes les retombées de presse sont équivalentes? Ou après, est-ce que vous avez une sorte de classement, de ranking pour quand vous donnez vos résultats? Parce que voilà, un article dans un grand quotidien national, ça va pas avoir le même impact sur un autre support. Ça, vous arrivez à le valoriser ou c'est assez, on va dire, le niveau est le même pour tous les articles, toutes les retombées de presse? Non, le niveau n'est pas le même. Après, c'est plein de subtilités. Les Échos, il y a peu de temps d'ailleurs, je parlais avec un client qui me disait moi je suis industriel, les Échos c'est top parce que oui, ma cible va lire les Échos, mais en fait, in fine, moi ce qui m'intéresse, c'est ma presse verticale. Donc, c'est-à-dire la presse verticale, ça peut être professionnelle voilà, professionnel. Si tu adresses les médecins, ça va être la presse médicale. Si tu adresses les cafés, restaurants, ça va être la presse CHR. Si voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, et c'est vrai, c'est de parler à ces gens-là. Donc, du coup, ces gens-là ne lisent pas forcément systématiquement les Échos. C'est top. C'est top. C'est un peu quelque part l'ego trip. Voilà, c'est gratifiant, c'est ce que je me disais gratifiant. aussi. De dire qu'on est dans les Échos. Exactement. Est-ce que ça va ramener du business, par contre, versus... Ah, mais ça dépend. Quand tu es une start-up qui cherche à lever de fonds, à lever des fonds, être dans les Échos, c'est top. Quand tu es une entreprise qui vend des produits et ta cible, ce sont les décideurs, être dans les Échos, c'est top. C'est top, mais au-delà de ça aussi, comme tu le disais, peut-être dans la presse spécialisée, c'est peut-être ça qui va générer plus de business. Pas forcément. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un mix, en fait. Mais tout dépend de ta cible. Et tout ça, c'est analysé. Et tout ça, nous, on le réfléchit avant. Tout dépend de ta cible. Si ta cible, ça va être les avocats, oui, il faut que tu sois dans la presse juridique. Et aussi dans les Échos. Parce que je suis persuadée que les avocats lisent aussi les Échos. Voilà. Donc, et pas que les Échos, hein, mais voilà, c'est un exemple. Mais donc, en fait, il n'y a pas, je pense qu'en fait, être uniquement dans les Échos, en termes de stratégie RP et de com, en fonction du métier et du produit que tu pousses, c'est pas forcément judicieux d'être dans un mono, d'avoir un objectif si précis. Voilà. Exactement. Okay. Et c'est vrai que tout ce qui est équivalent publicitaire, moi je le vois un peu comme une formule. Enfin, c'est un indicateur, mais je pense que c'est un indicateur qui est vrai et en même temps qui est faux. C'est-à-dire parce que c'est... Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail et surtout si vous voulez voir d'autres épisodes. C'est vrai que ça, les clients te le demandent beaucoup, l'équivalent publicitaire ou Non, pas forcément. Et puis après, ça dépend de toi. Moi j'ai la chance d'avoir des clients qui ont confiance, une très grande confiance en moi. Et donc, du coup, en fait, nous, les KPI, on les définit en amont. Je parle avec eux de leurs souhaits. Souvent, je leur demande où est-ce qu'ils aimeraient se voir, en fait. Parce que il y a aussi ta presse cœur de cible, et puis tu fais parfois des blocages aussi sur un média qui est... Tu lis depuis tout petit et tu as toujours voulu être dedans, etc. Donc quand c'est vraiment à côté de la plaque, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça comme ça, quand ça n'a vraiment pas de lien avec ta cible, je vais te le dire, par contre, là, tu sais que ça n'a pas de lien pour telle et telle raison, etc. Par contre, on peut faire ça comme ça, etc. etc. Il y a peut-être des effets de mode aussi, parce que moi, je me souviens, quand j'étais en agence, j'avais l'impression que c'était Télématin. Il y avait beaucoup de clients qui voulaient être à Télématin. Et du coup, voilà, je me dis, peut-être ça change aussi, ça. Il y a des médias
ou Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est aussi ce qu'on leur disait et ce qui fait rêver. Télématin, c'est sur France 2, tu vois, c'est de la télé. Donc en fait, quand tu fais du B2C, quand tu fais du produit, et encore, ça dépend quel produit, oui, forcément, tu te dis, ben voilà, c'est une émission à une large audience, donc ça fait rêver. Mais ça pourrait être Télématin, ça pourrait être une autre émission. Et à l'inverse, je me dis, il y a peut-être des fois où une bonne attachée de presse, elle va dire aux clients qu'il vaut mieux peut-être pas aller dans certaines émissions. Je pense des émissions le dimanche soir sur une chaîne qui commence par M et qui finit par A6, et où je me dis que peut-être, quand on voit le traitement de certains sujets, ça peut être à double tranchant en fait. Tu vas participer à l'émission, mais peut-être que l'angle qui va être choisi sera peut-être pas celui qu'on va te dire en plus au début. Et voir nous on travaille beaucoup aussi dans le montage. Et du coup après on sait qu'avec des images on peut dire n'importe quoi. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est pas forcément uniquement dans cette chaîne-là et dans ces émissions-là. C'est clairement aussi une question, ça peut être aussi clairement parfois une question d'interprétation. Finalement, cette problématique, pour moi, cette problématique, c'est la même pour tous les médias. C'est-à-dire que demain, il faut faire, effectivement, les journalistes, ça reste des journalistes. Les journalistes ne sont pas les amis de tous les entrepreneurs parce que ils ont parlé de vous, ils ont fait 2 articles sur vous, etc., etc. Parce que ils vous ont parlé, oui, ils vous respectent, oui, vous les connaissez, mais c'est pas pour ça que c'est un roman d'amitié, clairement. En tout cas, je pense pas. Donc, il faut faire effectivement attention à ce qu'on dit. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire « Ah, mais j'ai parlé avec telle personne, elle est super sympa. » Non. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois le coup de... alors, moi, ça s'est super bien passé, mais peut-être que le résultat... Alors, ça s'est super bien passé. Et puis surtout, différent, une fois, parce que, une fois, j'ai pas pu assister à une interview pour une raison, voilà. Et donc, j'ai quand même cadré avec mon client en disant, on ne dit pas ça, on va pas là, etc. Et en fait, le journaliste, chose très rare, voulait vérifier parce que c'était quelque chose d'assez technique. Donc, nous a fait valider, je crois, la citation du client. Et en fait, dans la citation, on se rend compte qu'en fait, il dit des choses mon client se rend compte qu'il dit des choses que finalement, il ne veut pas voir publiées, alors que ce sont des choses dont il a parlé. Ok. Et là, difficile. C'est possible de demander de ne pas en parler, d'invoquer une raison X ou Y On peut toujours demander, mais c'est les journalistes qui auront le dernier mot. À partir du moment où on a donné une information, elle n'est plus... c'est comme... Elle est limite tombée dans le domaine, alors pas public, j'abuse, c'est pas le terme. À partir du moment où tu le dis, tu l'as dit. Pris en compte. Okay. Et là, c'est hyper intéressant parce que il y a plein de métiers en fait, on se rend pas compte, qui gravitent autour de relations presse. Et il y a aussi plusieurs aspects. Il y a l'aspect, on va dire, communiqué de presse, CP, où vous allez pousser une information bien précise, la mettre en valeur, donner, on va dire, tous les outils, les assets, les images, les specs, les spécifications techniques du produit. Il y a aussi la partie accompagnement, et comme là tu l'as évoqué, où tu vas aller avec le client. Et c'est vrai que quand on a un regard extérieur, on peut se dire, attends, l'attaché de presse, elle va chaperonner le client, elle va aller le surveiller. Et du coup, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Pour accompagner, pour avoir le bon discours, explique-nous un petit peu ça. En fait, nous, on le fait en amont, ça. On le travaille en amont. Mais c'est vrai que déjà, c'est toujours plus sympa d'accompagner. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir aussi soutenus. C'est pas forcément évident. Ça peut être intimidant même aussi. C'est complètement intimidant. C'est-à-dire que nous, on est attaché de presse. Moi, je suis attaché de presse. Être de l'autre côté de la caméra, je sais pas si ce serait mon plaisir et si je serais aussi à l'aise devant que derrière la caméra. Ça, c'est un métier. C'est clairement un métier. Donc, du coup, c'est du soutien. C'est pour voir si ça se passe bien. Mais par contre, si c'est une émission de télé, même si nous, on est dans les coulisses, s'il dit quelque chose, on va pas arriver sur le plateau et dire tout. Donc ça, c'est pas possible. Quand c'était Joe Biden, et là que tu commences vraiment à dévier et tout. Mais là, c'est clairement pas possible. La com qui vient et qui coupe le micro. Parce que si je commence à agir comme ça, déjà, il faut pas oublier que déjà, là, c'est un seul client, mais je mets pas qu'un client. En tant qu'agence, en général, ou en tant que free indépendant, on n'a pas qu'un seul client. Bien sûr. Donc, du coup... je fais ça. Si le journaliste, ça peut ne pas être apprécié. Bien sûr. C'est ce qui est normal, c'est leur travail, ils passent du temps. L'image, mais c'est vrai que c'est. Et après, en fait, c'est toute une partie où, toi, comme tu l'as dit au début, je pense qu'il y a tout un travail en amont
qui est fait. Et ça c'est une grande partie. Et c'est aussi ce qu'on appelle média training. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que, comme tu dis, on n'a pas forcément l'habitude de parler en public. Moi, je sais que, par exemple, je suis terrorisé de parler devant une foule de personnes. Et c'est quelque chose que les gens qui veulent communiquer sur leurs produits vont être obligés de faire. Et après, devant les journalistes, c'est aussi quelque chose, comme tu dis, où tu peux parler de manière spontanée, naturelle, mais il faut quand même faire attention parce que c'est vrai que tu vas peut-être dire des informations là où tu t'en es rendu compte, finalement, c'est une discussion. Ou avoir une tournure de phrases malheureuses, ou avoir... Bien sûr, c'est vrai, Mais ça, c'est des choses, comme j'ai dit, quand tu es en plateau, quand tu es sur du média type radio, télé, c'est des choses que nous, même si on est là, on ne peut pas arrêter, en fait. À partir du moment où tu l'as dit. Mais il y a le média training, et ça, qui permet... Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le média training? Alors le média training, c'est... on va dire, en anticipation, en fait, on va préparer les interviews. Donc, du coup, c'est... souvent, nous, on fait appel, en tout cas, moi, de mon côté, je fais appel à des journalistes pour cet exercice-là. Okay. C'est des choses sur lesquelles je peux les accompagner à mon niveau de RP, ça, c'est sûr. Et de toute façon, mes conseils d'RP, je les donnerai toujours à mes clients. Bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant de faire l'exercice avec un journaliste. Parce que... c'est une interview à blanc que vous allez faire, alors du coup, ou c'est... Alors, on va déjà préparer avec le client sa maison des messages, entre guillemets, qui est du coup, comment est-ce que tu présentes ton entreprise, qu'est-ce que tu veux dire, où est-ce que tu veux aller, etc. Comme ça, en fait, tu as déjà les bases de ta communication. Cadré, ouais. Ça, c'est déjà cadré. Après, tu peux avoir des interviews où on ne va pas juste parler de toi, où ça va aller sur d'autres sujets. Et là, effectivement, il y a d'autres choses à faire. Et ça, ça s'adapte. Des trucs et astuces pour éviter certains pièges. Donc, en fait, l'idée du média training, c'est ça. C'est de préparer au maximum les gens à cet exercice-là que sont les interviews. À l'échange en fait avec un journaliste, parce que c'est pas quelque chose d'aussi facile et d'aussi facile qu'on le pense. Et puis aussi, c'est aussi s'enlever de la tête que tous les journalistes, parce qu'on parle avec eux, ce sont nos amis. C'est pas vrai. Donc du coup, le journaliste, il est là pour faire son métier. Et même s'il est très sympa, il est là pour faire son métier. C'est normal. Et il est il a forcément, c'est un certain, on va dire, certaine intelligence aussi. Il est malin. Il va essayer peut-être d'obtenir une information que toi tu voulais peut-être pas donner ou d'aller sur un terrain. Il va faire son métier. Il va poser les questions qui l'intéressent et c'est normal. Après, charge au client d'être préparé à ça. Donc on anticipe. Il y a plusieurs niveaux de. Pour moi, il y a plusieurs niveaux d'informations. Toutes les informations ne sont pas sensibles. Cela dit, quand on a travaillé sur une façon de communiquer, quand on a un responsable marketing communication qui a défini les tonalités dans lesquelles on allait s'adresser, etc., l'idée c'est de coller à ça en fait, d'être homogène. Et il y a aussi toute la partie, on va dire, présence scénique, présence à l'image, la manière de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est un gros sujet pour vous parce que, on va dire, en France, on a peut-être moins l'habitude de parler en public que dans les pays anglo-saxons. C'est peut-être quelque chose qui est, on va dire, moins démocratisé à travers l'enseignement, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a aussi une grosse partie média training où vous allez travailler là-dessus, surtout s'il y a la presse écrite, mais après, il y a la presse. Exactement. Télé, il y a tout ce qui est donc le message, c'est le plus important. Et après, je te dirais que tu me dis c'est le message le plus important. Moi qui travaille dans l'image. Fondamentalement. C'est quand même aussi la présence, la manière de s'exprimer. Pour moi, ça c'est le papier cadeau en fait. Tu vois, toi tu le vois juste pour le papier cadeau. Oui, mais le papier cadeau, la présentation, c'est hyper important aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je ne te dis pas que si tu délivres un message hyper important, mais que ton ton il est hyper comme ça, il est monocorde, et que en fait tu regardes un peu dans tous les sens. Si tu te grattes tout le temps, les gens ils vont plus t'écouter. En fait, on est tous humains, on va tous avoir en fait notre capacité de concentration, et si tu commences à partir dans tous les sens, que ce soit tes yeux, toi, comment tu t'agites, oui, on va aussi partir avec ça. Donc si tu es monocorde, moi j'ai vu des gens qui avaient un message hyper important, mais qui le transmettaient de manière
dire monotone ou voilà, pas impactant, assez compliqué en fait quand tu es de l'autre côté à entendre. Ben oui, effectivement, c'est dommage parce qu'en fait, du coup, on va se concentrer. Le message, oui, pour moi, ça reste quand même, c'est mon métier, donc forcément, le message pour moi, c'est le plus, important. Mais l'emballage, l'emballage, il est aussi important. Tu vas pas offrir un cadeau, sans papier cadeau. Sans papier cadeau. Tu disais, voilà. C'est vrai que c'est un bon exemple. En cellophane. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où vous accompagnez vos clients aussi. Et je pense que le média training, on peut toujours le travailler. C'est sans fin. Nous, on fait des interviews avec des dirigeants. Clairement. De temps en temps, ils nous demandent comment j'ai été. Clairement. Et on leur dit voilà, des petits tips, des choses qui peuvent améliorer. Même les gens qui ont un très très bon niveau, mais bien sûr. Je pense qu'il y a toujours un petit détail qu'on peut améliorer. Mais c'est vrai que on va dire le panel est tellement large que... Pour moi, on ne fait pas un média training dans sa vie. Ouais, on en fait plusieurs. T'en fais plusieurs, ouais. On en fait plusieurs, on s'adapte. C'est quelque chose que tu travailles mais bien aussi. Bien sûr. Tu mais prends peut-être plus d'aisance au début quand tu fais une première interview, 2, 3 et après... Bien sûr, c'est forcément... Quand c'est quelque chose que tu fais au quotidien, c'est forcément un peu plus simple pour toi que quand tu ne fais jamais cet exercice. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, il y a des très bons speakers qui ne font jamais cet exercice-là et qui se révèlent être des speakers. Voilà. Mais en général, quand tu pratiques quelque chose assez régulièrement, tu as tendance à être plus à l'aise. Voilà. Ça, c'est la base. Maintenant, oui, tout évolue, ne serait-ce que le matériel évolue, ne serait-ce que la façon, le journalisme a évolué, la façon dont les journalistes font leur métier a évolué, la façon dont nous, attachés de presse, ça a évolué. Donc, du coup, oui, il faut un peu se tenir à la page, genre, on peut dire ça comme ça. Il faut évoluer avec ça. Et je pense que oui, on ne fait pas qu'un média training, on en fait plusieurs dans sa carrière. Plusieurs. Et là, c'est parfait parce que tu parles d'évolution. On commence à avoir... décennies d'expérience, beaucoup d'expérience. Et du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi, toi, les évolutions majeures que tu as vues quand tu as commencé le métier de relations presse avec maintenant? Est-ce qu'il y a des grands axes? Est-ce qu'il y a des grosses évolutions? Par exemple, le fait que la presse papier, la diffusion a beaucoup baissé par rapport à avant. On va dire que la presse sur Internet m'a forcément... à compenser. Est-ce que ça a changé un petit peu le métier de relations presse, ça? Les technologies ont forcément fait évoluer le métier de relations presse. Moi, quand j'ai commencé, il y avait clairement plus de médias en print, en papier. Alors, je ne dis pas qu'il y avait plus de médias papier que de web. Cela dit, je crois que c'était le cas quand j'ai commencé. Mais en tout cas, il y en avait plus que là aujourd'hui, que de médias papier aujourd'hui. Il y avait moins de médias web. Et là, aujourd'hui, il y a plus de médias web qu'à l'époque. Il y a d'autres formats qui se sont aussi créés. Il y a les formats podcast. Il y a les blogs. Il y a les blogs qui ont explosé. Qui ont explosé à une période. Là, aujourd'hui, il y a aussi... ça s'est un peu calmé. Ça s'est peut-être on va dire déversé dans tout ce qui est influenceurs, exactement. youtubeurs. Il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Donc en fait, finalement, l'avènement de la technologie, l'évolution de la technologie a fait forcément évoluer la façon dont nous, en tant qu'attachés de presse, on pratique notre métier, et aussi la façon dont les journalistes, en tant que journalistes, pratiquent leur métier. Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail, et surtout si vous voulez voir d'autres épisodes. Parce que maintenant, toi, tu as un panel en fait dans ta base de données qui va être des journalistes, des influenceurs peut-être, des youtubeurs. Est-ce que tout est mélangé comme ça? Est-ce que c'est une base de données que tu exploites aussi, ou c'est un petit peu par ricochet Alors, ça dépend aussi des sujets, hein. J'aime bien dire ça, désolé. Mais oui, en fait, tu as des journalistes qui sont influenceurs. Tu as des journalistes qui sont journalistes, qui écrivent pour des papiers et qui ont aussi leur chaîne YouTube, voilà, il y en a de plus en plus. Donc, il y a des journalistes qui sont influenceurs. Donc, comme moi, je traite de sujets assez B2B ou B2B2C, donc je fais quand même un peu de B2C, mais je traite quand même beaucoup plus de B2B. Et dans ce domaine-là,
il y a quand même moins d'influenceurs du coup. Il y a des influenceurs quand même, mais c'est pas les influenceurs comme on les connaît et on les voit dans le B2C. Clairement, il y a d'autres influenceurs. Il y a des influenceurs marketing, il y a des influenceurs, dans les médias. C'est un public que toi tu vas toucher, que tu adresses. Que je vais adresser, que je vais contacter. Et alors les codes sont... Alors c'est ça qui est peut-être un peu compliqué parce que ton communiqué de presse, tu peux pas l'envoyer... Ils reçoivent aussi les communiqués de presse, mais effectivement, ils peuvent recevoir les communiqués de presse si ils ont donné leur adresse pour qu'on puisse les intégrer dans le listing, dans les listings qu'on utilise tous en tant qu'attaché de presse. C'est pas le cas de tout le monde. Okay. Parfois, pour certaines personnes, on va directement les contacter. Ils ont une adresse mail pro, une page contact. Ou par Insta, ou par YouTube. Ah oui, clairement, ça m'est arrivé. Ça m'est complètement arrivé. Alors du coup, là, le message est différent. Là, il faut adapter. Il faut être beaucoup plus court, parce que clairement, straight to the point, on va droit au but, clairement. Donc, on est beaucoup plus court. C'est pas un CP. Mais en fait, on initie la relation, on explique le projet, on explique ce qu'on veut faire. C'est très court. Et la personne, elle est intéressée, elle va te dire OK. Et dans ce cas-là, en fait, on a une adresse mail et là, on va plus loin. Et souvent, moi, quand j'ai l'adresse mail, je dis, voilà, moi, j'ai écrit, par exemple, on a rédigé un communiqué de presse sur le sujet. Tiens, je te donne, comme ça, tu as toutes les informations. Dis-moi ce que tu en penses. C'est bon, c'est pas bon. OK. Et donc, du coup, comme ça, ils ont l'information. Le communiqué de presse, ils le reçoivent aussi. Ils le regardent. Ils le regardent et je pense que ça leur sert aussi. Ça reste un outil, je pense, important. Est-ce que tes clients, ils sont sensibles aussi de toucher cette cible-là et que cette cible-là parle de leurs produits? C'est quelque chose maintenant qu'on te demande ou c'est pareil, c'est un peu la cerise sur le gâteau si on a des... Non, on me le demande de plus en plus. De plus en plus, pas tout le monde, mais de plus en plus, clairement. Et ça dépend... Tu vas me dire, je dis tout le temps ça, mais ça dépend aussi bien sûr, c'est normal. de la typologie d'entreprise, de la culture d'entreprise et de la typologie de produit. Si responsable marketing est trentenaire, peut-être qu'il va être plus sensible à ça qu'un responsable marketing, on va dire, qui est plus âgé ou non, pas forcément. Alors, pas forcément. Oui, forcément, quand on est digital native, c'est beaucoup plus simple de réfléchir avec les réseaux sociaux, mais pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe la génération, les gens se sont rendus compte de l'intérêt de communiquer et se sont rendus compte de l'intérêt de diversifier ces outils, ces plateformes pour communiquer. Je pense que ça, tout bon responsable communication, marketing, peu importe son âge et sa génération, te le dira. Parce qu'ils l'ont compris. C'est plus qu'une question de génération. Par contre, je pense que ça va dépendre aussi, ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend de ce que tu vends. Si tu vends des produits, même si c'est B2B pour les professionnels, mais par exemple, les gens qui sont toujours en voyage, etc., il y a des influenceurs qui sont dans le business, qui travaillent et qui sont toujours entre 5 avions, etc., qui sont suivis par une communauté par exemple, de digital nomades, etc., que tu peux toucher. Très poussé, ouais. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Tout dépend aussi de ce que tu vends. Ouais. Si tu vends autre chose, c'est pas pertinent. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça dépend de ta cible, ça dépend de ton domaine. Et des fois, même moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Je suis un YouTuber qui va dans les avions, il teste toutes les premières classes, genre de choses. Et j'imagine que si tu vends des jets ou tu as un nouveau service dans ta première classe, finalement, alors tu as envie peut-être d'avoir les échos, mais tu as envie d'avoir ce mec-là aussi, qui est suivi par des millions de personnes et qui a une grosse influence et qui peut avoir un impact assez fort. Ce qui fonctionne aussi bien avec ce type de presse et ce qui fait qu'aujourd'hui ça a du succès, c'est qu'il y a, contrairement à certaines actions et d'autant plus à certaines actions de relations de presse, il y a des choses que tu peux mesurer. Tu peux un peu plus mesurer que certaines actions de relations de presse. Oui, ça c'est vrai que la partie digitale, tu as les vues, tu as les commentaires, c'est des choses qui... Exactement. C'est des métriques. Toutes les réactions, c'est des métriques. Alors qu'en fait, un article, tu sais que le média, par exemple, si c'est du print, il est distribué en règle générale à tant de personnes, mais après, tu as les taux de reprise en main.
tu vois, donc ça, tu ne sais pas. Parce tout le monde ne lit pas tous les articles. Tout le monde ne lit pas tous les articles. Bien et sûr. c'est pas parce qu'en fait, tu n'as vendu que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 6 exemplaires, qu'il n'y a que 6 personnes qui ont lu ton magazine. Tu as quelqu'un qui va le prêter, tu vas le prêter à quelqu'un, etc. Tu vois, donc il y a plein de... Mais ça, c'est pas mesurable. Ouais, ça, c'est la partie difficile dans les relations presse. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que des gens ont du mal aussi à comprendre et à accepter quand on est aujourd'hui dans une période où on est beaucoup dans le digital et que dans le digital, il y a pas mal de choses que tu peux traquer. Et on est aussi, je pense, dans une période de surconsommation. On est dans une société où on veut plus, on fait du volume, de la masse. Et c'est vrai que si tu as 3 retombées de presse, donc si tu as 2 articles et une apparition de télé, bah, peut-être que ça va avoir un impact énorme comparé à si tu as 12 retombées qui sont, on va dire, sur des quotidiens où personne va le lire, sur des brèves, en fait. Et ça, c'est vrai que ça doit être dur. Bah, y a le nombre, alors, nous, en Métrix, on a le nombre de retombées, forcément, qui est une Métrix, mais effectivement, si tu veux être vraiment pointu, effectivement, il y a des médias où il fait bon, enfin, tu es content d'avoir une retombée supplémentaire, mais effectivement... Peut-être un impact zéro. En termes d'impact, il y en a peut-être un peu moins. Mais ça, c'est des choses que tu peux... Ça reste de la visibilité. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être un casse-tête, alors, le reporting, pour vous, pour les agences, ça doit être... C'est pas forcément un casse-tête, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a aussi un travail on travaille la visibilité. Travailler la visibilité, c'est, tu vois, te dire, purée, j'ai vu cette marque quelque part, je me rappelle pas forcément ce qu'elle a dit, je sais pas forcément ce que c'est, mais en fait, ce nom, ça me parle. Ouais, t'as mis la graine. On a commencé, c'est aussi ça notre travail, c'est-à-dire que avant de la notoriété, tu as la visibilité, il faut qu'on te voie avant que tu sois reconnu. La mode du branding, c'est la visibilité, la notoriété. Il faut qu'on sache, avant d'être reconnu, il faut qu'on sache qui tu es. Donc du coup, en fait, d'abord on te voit, et après tu es reconnu. Tu peux pas être reconnu si on t'a jamais vu. Ouais. Et après, tu peux délivrer un message. Donc du coup, ça travaille à ça. Il ne faut pas réfléchir les RP et comme pour moi toutes les briques de communication en silo. C'est pas des choses en silo, c'est des choses qui sont complémentaires, qui se mélangent et qui ont chaque brique a un intérêt. Ouais. Chaque brique a un intérêt. Je suis entièrement d'accord et en plus dans le discours commercial qu'on a, on parle qu'on casse les silos et même quand on produit du contenu maintenant, on peut plus juste produire une vidéo, un reportage photo. C'est vrai que c'est important de diffuser sur multi-supports. Et tout à l'heure, tu commençais à nous parler des réseaux sociaux, de l'évolution du métier. Et c'est vrai que maintenant, les RP, les réseaux sociaux, en fait, c'est quasiment lié. Hein. Je pense que toutes les agences de relations presse proposent des services de community management, d'aller sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que tu as vu se démocratiser peut-être depuis... Alors pour moi, ça reste un métier. C'est-à-dire que oui, les agences le proposent, mais ça reste un métier. Pour moi, les promesses où on te dit que ton attaché de presse va aussi te publier en ligne, etc., oui, c'est possible, parce que oui, on s'est publié en ligne. Ah oui. Mais pour moi, ça reste un métier. Moi, c'est vrai que je n'aurais pas du tout pensé à ça. C'est vrai que mais ça existe. Peut-être faire l'amalgame. Ça existe. Et quand je dis que, c'est pour ça que je précise. Voilà, quand une agence propose des social media, c'est qu'ils ont quelqu'un en interne. Un vrai social media manager. Moi, quelqu'un qui a une affinité, qui connaît bien le sujet et qui a une capacité de le faire, en fait. Oui, mais tu vois, pour moi, il y a capacité et capacité. Moi, il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'entendais des personnes qui me disaient « Ah, mais moi, je connais les RP, j'ai parlé aux des journalistes, je suis un bon attaché de presse. » Attaché de presse, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des études, qui ont travaillé. Alors, je ne dis pas, on n'est pas tous obligés d'aller à l'école pour être très bon attaché de presse, mais ça s'apprend. Tu ne deviens pas attaché de presse en 6 minutes. Oui, tu as un background de communication. Exactement. Donc, du coup, il y a des choses qui s'apprennent. Donc, ce n'est pas parce que tu as parlé à un journaliste à un moment que tu étais derrière et que tu étais speaker et que voilà. Non, pour moi, ce n'est pas complètement ça aussi, tu vois. Donc, pareil pour les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'en fait t'as une appétence pour le digital que tu es aussi un très bon social media manager. Donc oui, pour moi il y a des choses, ça reste un métier.
Comme de la même manière que moi, en tant qu'attaché de presse, je dois me tenir au courant de ce qui se passe, de la législation, de l'évolution de mon métier, un social media manager se tient aussi au courant de ce qui évolue. Change Et ça change tous les jours. Voilà, tu vois ce que je veux dire? T'as beau être hyper au courant, ça change tous les jours. Mais c'est une brique qui est hyper importante maintenant, qui est peut-être beaucoup plus liée qu'avant en fait. Il n'y avait pas de brique qui était autant liée aujourd'hui, aux relations presse avant, que en fait, les réseaux sociaux. Mais avant, en fait, on avait nos retombées, on était contents. Aujourd'hui, en fait, on a les retombées, on les partage sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu aussi des plateformes, un média à part entière, et aussi des plateformes sur lesquelles aussi on va partager, on va valoriser les éléments qu'on a eus, les travaux qu'on a faits, les produits qu'on a sortis. Et donc, les publications, pour moi, c'est tout à fait normal aussi que les publications soient aussi partagées. Et puis aussi, quand on parle dans la logique de digital, quand tu partages une retombée web, c'est aussi un cercle vertueux. Parce que tu partages la retombée web, tu l'envoies vers... Et je précise, hein, attention, il faut bien renvoyer vers le site du média, sinon il y a des enjeux un peu liés des enjeux un peu légaux. Voilà. Donc, tu envoies vers le site du média quand tu partages une retombée. Quand un média a parlé de toi en ligne, tu renvoies vers le site du média. Donc, ça fait de la visibilité aussi aux médias. Bien sûr, ouais. Et c'est ça que ce qui est intéressant peut-être de le rappeler, c'est nous, on le sait, mais on n'a pas le droit de prendre une photo d'un article. Non. Il y a des droits sur les réseaux sociaux. Il y a des droits. On ne peut pas prendre un article print, faire un PDF et le mettre sur les réseaux sociaux. Il y a Même si ça peut arriver, mais c'est vrai que quand on y repense, c'est logique, parce que personne n'a envie que les gens, tu dois acheter pour le voir. C'est un manque à gagner. Normal, ouais, c'est un manque à gagner, donc non. Donc non, c'est pas que je dis. Donc on renvoie pareil. Ne prenez pas de photos. Non, de vos articles, exactement. En bonne résolution. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ou sinon, on a la permission, l'autorisation du média. Ça peut arriver. On peut demander, mais sinon c'est un manque à gagner, ça ne se fait pas. Ça paraît logique dès qu'on commence à y penser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, on en a parlé un petit peu avant de commencer l'émission, c'est toute la partie publi-postage, publi-rédactionnel. Et peut-être que maintenant c'est plus dur pour les jeunes ou les gens qui n'ont pas l'habitude forcément des médias, de la presse, de comprendre un petit peu cette subtilité. Avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui sont sur des plateaux télé, qui se font interviewer par des journalistes. Mais ça, nous, on sait très bien qu'en fait, souvent, c'est des gens qui vont payer pour être sur ce plateau et pour avoir cette visibilité. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de start-up, c'est moins des grosses sociétés, mais qui jouent là-dessus. Ouais, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'ils jouent là-dessus. Et ça, est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement le concept de publi-postage, de ce genre d'émission? Alors, publi-reportage. Publi-reportage, pardon. Ouais. Alors, le publi-reportage, tout ce qui est paid media, en fait, voilà, c'est ça c'est de la pub. Un article. Le publi-reportage, ça ressemble... Ça a le look d'un article. Mais finalement, de plus en plus, même quand tu fais des bannières aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ta bannière, elle est fondue souvent maintenant, aujourd'hui, dans la page du média. C'est plus juste ce que c'était avant, ton flashy, truc qui n'avait rien à voir, il n'y avait aucune cohérence de couleurs, etc. Bon, maintenant, le publi-reportage, c'est vraiment... Tu as l'impression de lire un article. Ça a la même tête, le même format, petit, en haut, mais c'est bas. précisé. En tout cas, c'est obligé d'être précisé légalement. Tu vois, moi, je trouve que c'est plus dur peut-être pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le voir sur du print que sur du web. C'est vrai que sur le web, au début, c'était un peu le Far West. C'était pas trop mis en avant. Sur les médias que moi, je consomme sur le web, maintenant, c'est vraiment mis en avant. Articles sponsorisés. La rédaction n'a pas participé. Oui, ben ça, c'est parce que ça c'est... on a cadré tout ça, ou sinon tu vois, quand il n'y a pas marqué la rédaction n'a pas participé, tu vois article 2 et tu as le nom de notre partenaire et tu as le nom de la marque. Déjà, c'est un peu plus subtil, c'est un peu moins oui, clean. Mais à partir du moment où tu vois partenaire et que c'est une entreprise privée, tu comprends vite que... je ne sais pas si tout le monde le comprend. Oui, mais c'est l'intérêt, c'est aussi l'intérêt de cet outil-là. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? L'intérêt de cet outil-là, et pourquoi il marche bien, c'est qu'il est fondu et que tu as l'impression que c'est un article. Mais alors,
il y a des publi-reportages qui sont rédigés par les journalistes. Hein. Ok. Ça dépend des médias. Un travail, c'est juste que là, il a été donc payé, mais c'est co-construit, c'est le journaliste qui va interviewer la personne. Parce que même si toi tu envoies, ça dépend des rédactions, même si toi tu dois envoyer par exemple ton texte qui fait tant de lignes, etc., chose qui peut arriver, c'est relu derrière, c'est retravaillé si besoin derrière, pour que ça soit homogène. T'imagines bien que s'il y a 10 personnes qui participent à un dossier, que le dossier est payant et que chacun écrit, en fait, il faut un peu homogénéiser, homogénéiser tout ça. En fait, donc, il y a quand même quelqu'un qui passe derrière. Il y a des subtilités et il y a des choses, on va dire, qui sont bien cadrées, peut-être des choses un petit peu Exactement. moins. Et ce qui est important de dire par rapport à cet outil-là, c'est que, à la différence d'un article de presse, comme tu l'as payé, forcément, soit c'est toi qui as rédigé le contenu, donc tu sais ce qui est, soit en fait, il y a une interview, mais c'est validé avant publication. Parce que là, pour le coup, c'est de la publicité. Et je vous interromps un tout petit instant pour vous dire, il y a plein de vidéos à venir et déjà diffusées. Ce contenu est fait pour vous faire découvrir et apprendre des choses que vous pouvez appliquer. Mais si vous souhaitez aller plus vite, ou vous sentez que vous n'avez pas à passer un palier dans votre business, ou vous ne voulez pas le faire vous-même, je vous invite à nous contacter pour profiter de notre expertise et de nos partenaires. Allez, de retour au podcast. Un article, ça reste, comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'angle du journaliste, c'est le sujet du journaliste, il le traite comme il le souhaite, etc., etc. Et chaque journaliste veut garder son intégrité, c'est normal. Bien sûr. On a la liberté de la presse, c'est pas fait pour rien. Un publi-reportage, t'achètes quelque chose. Donc forcément, quand t'achètes quelque chose, t'as payé pour ça, tu veux en avoir pour ton argent, clairement. Bien sûr, ouais. Donc du coup, c'est validé derrière. Et c'est vrai que moi, je pense que sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, c'est des fois plus dur en fait en termes de vidéos. J'ai l'impression que sur ce support-là, tu as moins le petit mot contenu sponsorisé. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que même c'est caché en fait. Alors, peut-être je me trompe, peut-être qu'il faut aller regarder le générique, attendre la fin. Oui, dire, mais qui fait ça voilà, qui fait ça, on va pas se mentir. Mais déjà, qui fait ça. Et après, je pense que même les clients, quand ils sont sollicités au début, ils pensent que c'est un vrai média. Moi j'ai pas mal de clients qui m'envoient en disant « Oh là là, on a une opportunité avec tel média. » Il y a qui m'a contacté pour faire l'article. Non, on ne cite pas de médias. On ne cite pas de médias, Clément, aujourd'hui. Pardon, on sera bipé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Mais voilà, j'ai tel média qui m'a contacté en me proposant ça. Et en fait, nous, on lit, on dit non, c'est payant. Parce qu'en fait, on sait que ça ne vient pas de la rédaction. Parfois, c'est une régie externe. Voilà, c'est une régie publicitaire. Il y a bien une différence qui va contacter sur les médias. Exactement. Voilà, c'est bien séparé. Qui va contacter le client. Et en général, quand il court après toi, je vais dire un truc très basique, hein, mais quand un journaliste court après toi, vraiment pour que tu participes à un dossier... Ouais. Le journaliste, il est extrêmement sollicité. Le journaliste, il reçoit plusieurs centaines de communiqués de presse par jour. Clairement, c'est rarement le journaliste qui court après. Voilà, c'est pas un journaliste. Je pense que ça n'arrive jamais. C'est plutôt quelqu'un qui travaille dans la régie publicitaire. C'est souvent des régies. Donc, c'est vrai que je te dis que le journaliste, quand il va venir vers toi, c'est parce que il a un sujet et qu'il veut absolument te poser une question, etc. Ou sinon, il va te demander, il va dire, je vais écrire sur ton entreprise, est-ce que tu veux... dans tous les cas, je vais écrire. J'ai appris telle info. Est-ce que tu veux répondre, etc. Oui ou non. Ou j'ai ça, j'aimerais avoir des infos parce que je sais que tu as une grande connaissance sur ce secteur-là et que moi, je m'y connais un peu moins. Est-ce que tu peux m'expliquer? Mais en général, quand les gens te contactent très régulièrement pour te dire « On a ce dossier-là, il faudrait que vous participiez, etc. » C'est plutôt, en général, une régie qui te contacte. Et c'est vrai que moi, alors, je suis quelqu'un de très naïf, mais sur certains médias spécialisés, en fait, j'ai découvert que la newsletter, c'est que du contenu sponsorisé, en fait. C'est-à-dire que moi, je me disais que c'est un travail de la rédaction, du média, pour la newsletter. Et en fait, j'ai découvert, voilà, ça... Pour certains, oui. Pour certains, d'autres, c'est mélangé. C'est que ça, c'est mélangé. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention
on va dire. Mais après, le public reportage, le public reportage n'est pas forcément négatif. Ah non, je ne dis pas que c'est négatif, et l'information, en fait, l'information que tu transmets dans ce public reportage peut être la même que tu retrouves dans un communiqué de presse. C'est juste que là, c'est un outil différent et supplémentaire et parfois complémentaire. Ça dépend aussi des secteurs dans lesquels tu travailles. Quand tu es dans des verticales ou dans des secteurs un peu de niche, oui, parfois, pour rentrer dans ces secteurs-là, il faut payer au début. Il faut peut-être parfois, oui, je pense... te faire connaître, avoir de la visibilité. Exactement. Par du public. Parfois, les gens n'aiment pas forcément dire ça et bon, moi, j'y vais cash. Mais oui, parfois, effectivement, dans certains types de presse, c'est difficile de pénétrer ce type de presse-là. Bien sûr. Et plus c'est niche, plus c'est compliqué pour moi. Mais donc, du coup... si tu as vraiment besoin, si c'est vraiment ton cœur de cible, oui, pourquoi si tu as un budget, oui, pourquoi ne pas... c'est complémentaire pour moi. Prendre la partie SEA et tu mets dans un public reportage, si tu as un budget sponsorisé. C'est un budget. Et puis après, comme je l'ai dit au début, les médias doivent aussi vivre. Hein, la télé a la publicité. Mais la publicité de la télé, on la subit tous. On la choisit pas. Dans le magazine ou sur le web, s'il y a personne en fait qui vienne les soutenir, ces entreprises-là, ils font comment pour vivre? Non, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je pense que je suis plus indulgent sur certains médias web. Je te dis pas qu'ils font tous, que tout le monde a raison, etc. Non, je te dis juste qu'en fait, au bout d'un moment... Utiliser, en fait, ce qui est toujours problématique, c'est qu'il y a des gens qui détournent l'utilisation et qui peuvent faire une utilisation ou qui jouent avec certaines limites, on va dire, entre guillemets, ou compréhension de la part de leur public, en fait. Exactement, mais de toute façon, tout ça, pour moi, tout ça, ça va se cadrer. On est en train de... Il y a des choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, et tout ça se cadre. Regarde, l'influence se cadre aussi, on légifère dessus, etc., etc. Donc, pour moi, tout se cadre. Il n'y aura pas de... il y a forcément au début des choses qui laissent ou on ne sait pas, etc. Mais à un moment, on saura. Et je pense que les gens ne sont pas dupes. Je pense que les gens qui le font bien, de toute façon. Et il n'y a pas que des fourbes, entre guillemets. Il y a des gens qui font leur métier de manière très, très, très professionnelle et très correcte. Et c'est complémentaire. Et il faut qu'ils vivent. Donc oui, il faut... Moi, je dis à mes clients, quand on le peut, quand c'est un média cœur de cible, au-delà des RP, oui, pour moi, c'est aussi complémentaire. C'est ce que je dis, toutes les briques en communication sont complémentaires. C'est vrai que ça se réfléchit en amont. Ouais, d'accord. C'est hyper intéressant. Et après, tu as parlé d'évolution. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances que toi, tu vois émerger dans les relations presse qui vont évoluer? Là, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui va... Il y a l'IA, tout le monde parle de l'IA actuellement. Merci, voilà. Tout le monde parle de l'IA, c'est le sujet. C'est le sujet, c'est ce qu'on pousse, c'est ce que nous on pousse, parce que moi on ne l'a pas précisé, mais moi je fais beaucoup de nouvelles tech, d'innovation, ce genre de choses. Donc c'est le sujet qu'on pousse. Donc oui, l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise. Les fameux l'IA générative, tout ça. Oui. Alors toi, dans le cadre de ton métier, est-ce que tu commences à l'utiliser? Je commence à l'utiliser. Alors franchement, c'est drôle parce que j'ai été réfractaire pendant longtemps. Ouais. J'ai des clients. C'est moi aussi, c'est pareil. Tu vois, j'ai des clients. Mais j'ai des clients qui me disaient, mais Sonia, dans ton métier, tu pourrais tellement gagner du temps. Tu passes ta vie à écrire, en fait. Donc tu pourrais tellement gagner du temps. Et je me disais, mais oui, mais je trouve que ça manque de ce supplément d'âme, c'est pas forcément moi, c'est pas... Et puis sinon, en fait, j'avais peur un peu de la standardisation, tu vois. Bon, je pense que c'est... Après, je pense que l'IA, c'est comme tous les outils, il faut bien l'utiliser. C'est fait pour certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au début qui ont dit écris-moi un article sur ça, hop, ils voient, c'est pas terrible. Mais je pense mais il y a beaucoup de gens qui ont publié, qui n'ont même pas su que leur article n'était pas terrible. Moi, je vois quand c'est pas terrible. Donc, alors, après, tu vois, donc,
tout est subjectif. Hein. Moi, je parle de mon point de vue, mais c'est vrai, moi, je me suis dit, mais ouais, standardisation, etc. Et en fait, j'ai un peu l'impression, c'est normal, en fait. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a toujours un moment de crainte, en tout cas, au moment de se l'approprier, etc., de se dire, comment est-ce que je vais l'utiliser? J'ai jamais eu peur que l'IA remplace les attachés de presse, clairement. Bien sûr. Moi, j'en suis pas là. Et je pense que pas du tout. Mais je pense que ça peut être un outil complémentaire. Je pense que ça peut être une aide. Et d'ailleurs, pour tout te dire, encore cette semaine, dans une agence pour laquelle je travaille, je disais aux équipes, n'hésitez pas à utiliser l'IA, ne serait-ce que parfois pour corriger quelques coquilles, pour vous relire. Quand on a la tête, pour un brouillon, quand on a la tête dans le guidon, quand tu sais où tu veux aller, mais tu ne sais pas forcément encore comment répartir ton texte, comment organiser ton idée, etc. Juste, tu peux mettre... Ça, c'est vrai. C'est deux points où la reformulation... Ça peut être intéressant pour avoir un nouvel angle d'attaque, en fait. Parce que exactement. Beaucoup de rédaction. Et quand tu fais beaucoup de rédaction, tu utilises souvent les mêmes mots. Tu vois, en fait, on sait souvent... Moi, quand j'écris, j'ai beau lire beaucoup, parce qu'effectivement, ça stimule, etc. Moi, j'adore lire, je lis beaucoup. Mais c'est vrai que quand je me lis, je dis « Ah ouais, ça, c'est moi qui ai lu ». Et pareil, hier, je lisais un communiqué de presse d'une collègue. Je savais que là où elle avait rédigé, ou là, en fait, c'était les accords de ses clients. Tu as forcément un style, c'est comme les acteurs. Les acteurs, ils ont un style, ils ont une... Tu as un style, tu as une façon de parler. Et puis même, moi, j'arrivais à reconnaître, je disais, OK, là, c'est une attachée de presse qui a écrit, là, c'est pas une attachée de presse qui a écrit. Plus ou moins, parce qu'en fait, tu as une façon de... Tu vois, en fait, finalement, il y a un template, il y a une espèce de façon de rédiger qui fait que, pardon. Et donc, du coup... Moi, ce que je reprochais au début, parce qu'en fait, les gens, voilà, ils ne savaient pas l'utiliser. Les gens prenaient, mettaient le truc, reprenaient et copiaient-collaient. Mais en fait, ce n'est pas ça l'intérêt de l'outil, quoi. Et puis, justement, quand tu lisais un article, comme moi, je lisais un article chez ChatGPT, par exemple, pour ne pas le nommer, je me disais, mais OK, je reste sur ma faim. Okay. On va où? Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de plume. Et la façon, donc déjà, la forme, elle n'est pas terrible. Et puis, je me dis que même... on peut encore aller plus loin dans le fond. Donc après, c'est auto-apprenant, donc ça va évoluer clairement. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a déjà son idée, sait plus ou moins où est-ce qu'il veut aller, et qu'il le met dans ChatGPT, et qu'aujourd'hui, parce que j'en parlais quand j'en parlais avec les attachés de presse la dernière fois, ils me disaient, mais oui, mais le titre qu'il m'a proposé, il est nul, ou parfois c'est alambiqué. Ouais, parfois c'est nul, parfois c'est alambiqué, je ne dis pas que tout est bon. Mais en fait, juste, à un moment, il va te sortir un mot. Parfois, il y a juste un mot que tu vois, tu dis, mais oui, c'est le mot que je cherchais, auquel je n'ai pas pensé. Et au lieu de rester bloqué là pendant 30 minutes, 1 heure sur un titre, sur un paragraphe, quand moi je bloque, je rédige. En fait, moi, ça arrive après. Je ne commence pas par ChatGPT en général. Je termine par ChatGPT. Tu termines toi, ouais. Et aussi, je me dis, quand il y a de plus en plus de télétravail, tu n'es pas forcément avec tes collègues à l'agence. Exactement. Et du coup, ça peut être un super outil. Parce que quand on est chez soi et qu'on est en télétravail ce jour-là, bah, en fait, comme tu dis, tu as un appel, c'est un outil qui doit être utilisé comme Exactement. tel. En fait. Moi, quand je rédigeais à l'époque, quand on était en agence, il y a 10 ans, 15 ans, quand on était tout le temps là, tous les jours, les uns en face des autres, je rédigeais. En fait, on se faisait tous relire. Bah, bien sûr, ouais. Comme ça, et puis tu parles, c'est pareil en termes de création. Quand tu es trop la tête dans le guidon, parfois, il y a des choses que tu ne vois plus, juste parfois pour les coquilles que tu peux laisser sans faire exprès. Et donc, notre métier, c'est quand même d'écrire. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il n'y ait pas de coquilles. Donc, voilà, on se faisait relire. Ça n'empêche que tu peux toujours le faire, mais c'est vrai que ça peut te permettre de gommer et d'enlever certaines choses avant de le passer à ta collègue. Et maintenant que tu t'en parles, ça me fait penser, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Au début, c'était le Far West. Hein. Clairement, les réseaux sociaux, ça vient d'arriver, il n'y a pas de règles, toutes les frontières sont un petit peu floues, et je pense que ça va faire pareil pour l'IA. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde utilise un peu n'importe comment. Et après, ça va être cadré, ça va se cadrer, c'est sûr. Ça va être plus légiféré. Ça va être légiféré, c'est clair. Là, aujourd'hui, on ne peut pas légiférer. Enfin, on ne légifère pas les nouveaux produits. Forcément, ça vient d'arriver. On ne connaît pas encore leur utilisation. Donc, on tâtonne, on essaye, etc. Et après, on légifère. C'est normal. Et puis, en plus, en Europe, en France, on est vraiment des pays où on légifère beaucoup. Donc, ça, je ne m'en fais pas. C'est un bon côté, parfois. Donc je pense que c'est comme dans tout. Pour moi, c'est comme tout. Pour moi, il n'y a pas de débat oh là là, l'IA, c'est le mal qui va nous prendre nos emplois, etc. En tout cas, pas dans notre
En tout cas, dans ma branche. Non, mais c'est sûr. Parce que notre métier, comme j'ai dit au début, c'est un métier humain. Et si t'enlèves, et de relations, si tu enlèves ça, en fait, c'est pas relation presse, en fait. Bien sûr. Donc pour moi, c'est un complément. C'est une aide. La télé est arrivée, la radio est restée, la radio marche super bien. Enfin, c'est perpétuelle évolution. C'est de l'évolution, c'est une évolution de la façon dont on travaille, de la manière dont on voit on change, le prisme change, mais fondamentalement, si tu enlèves les relations humaines dans les relations presse, et on revient toujours à ça. Relations humaines, et voilà, c'est hyper intéressant. Et vraiment, je te remercie, Sonia. Je pense que ça va être le mot de la fin. C'est les relations, et puisque ça fait partie des relations presse. À la base, on devait aussi parler de ton agence, le fait que tu es une femme dans l'entrepreneuriat. Et ce que je te propose, c'est qu'on refasse une prochaine émission où on parle vraiment de ce sujet-là, de l'entrepreneuriat, parce que finalement, les relations presse, c'est passé hyper vite. On en a parlé pendant 1 heure, il y avait beaucoup de sujets. Et si tu es d'accord, on se reverra pour aborder toute la partie So Bright and Bold et ton agence, et que tu puisses nous parler de ce que c'est d'être une femme et d'être dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis complètement d'accord. Déjà, merci Clément et merci à ton équipe de m'avoir accueilli. Je suis contente d'avoir fait cette première émission avec toi et je reviendrai avec plaisir. Et après aussi, pour la partie entrepreneuriat, etc., il y a tellement de choses à dire, donc clairement. Et puis en plus, je suis bavarde, donc il n'y a pas de souci. Donc, je reviendrai avec plaisir. Je pense, par contre, cela dit, que l'entrepreneuriat en général, que ça soit féminin ou masculin, je c'est déjà... pas le préciser, non? Voilà. C'est hyper misogyne de ma part. Comment le dire discrètement, voilà. Non, tu as bien raison de le dire. C'est l'entrepreneuriat. Mais de toute façon, il y a forcément des différences, c'est clair. Et on le voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, les Échos ont fait un super article sur les startups lors des levées de fonds, sur les salaires que se versaient les femmes et les hommes, etc. Mais ça, il y a beaucoup de choses à parler parce que je connais un peu le milieu des startups et quand tu vois le ratio. Oui, c'est un sujet. Mais moi, ce dont j'aurais envie de te parler, ce serait de l'entrepreneuriat en règle générale. Et je pense en tout cas, moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément senti des blocages dans mon activité parce que j'étais une femme. Mais comme j'ai dit, c'est dans mon activité. Dans ton activité. C'est peut-être une activité où justement les gens se disent c'est plus normal, c'est plus évident de voir une femme peut-être. Peut-être. C'est super. Les gens l'ont compris. S'ils cherchent une très bonne agence de relations presse, une professionnelle, So Bright and Bold, ils pourront te contacter. On affichera bien sûr tes coordonnées, ton site internet. Et vraiment, j'ai vraiment envie de refaire un épisode, mais uniquement sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et là, je suis ravi parce que sur les relations presse, je pense qu'on a abordé tous les sujets principaux. Et comme ça, les gens connaissent beaucoup mieux le métier. Et on finit par les relations humaines qui sont le cœur du métier des relations presse. Clairement. Et si je peux me permettre juste d'ajouter, il y aura autant de façons de travailler que de personnes qui existent de toute façon. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas j'ai vraiment pas la prétention de croire que je vais... C'est pas un métier normé. Exactement, que je vais apprendre quoi que ce soit à certaines personnes ou que je fais mieux mon métier que d'autres personnes. Bien sûr, et on aura d'autres invités exactement, dans le secteur. Presse, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs... Tout est complémentaire. Voilà, je suis entièrement d'accord. J'étais ravi de t'avoir parmi merci nous, Sonia. Clément. Merci beaucoup, Sonia. Merci. À très bientôt. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui pourraient être super intéressants pour vous. Et si sur la plateforme où vous êtes actuellement, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez produire du contenu, être accompagné par des professionnels pour asseoir votre influence et votre autorité dans votre domaine, pour attirer plus de marques et de personnes intéressées par votre expertise, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous accompagner et de construire votre image avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement ou à utiliser les commentaires dans YouTube. On lit tout ce que vous écrivez, donc si vous avez des suggestions sur des sujets à traiter ou des invités, on sera ravis de les étudier.